L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Dès la naissance de l'État, le 14 mai, après le départ du dernier soldat britannique, Israël ouvre immédiatement ses frontières aux immigrants juifs qui frappent à ses portes. Il va les accueillir dans un État plus vaste que celui du plan de partage de l'ONU, puisque les armistices reconnaissent qu'Israël est présent non seulement en Galilée occidentale, mais également en Galilée orientale, mais également en Galilée occidentale. Toute la Galilée est aux mains des Israéliens. Une partie de la Samarie et de la Judée, limitée mais réelle, l'est également. La partie ouest de Jérusalem et le Negev occidental, sauf la bande de Gaza. Donc un État qui fait 21 000 km² au lieu des 14 000 à peu près prévus par le plan de partage. Ce territoire va être peuplé par un nombre considérable d'immigrants, puisque entre 1948 et 1952, Israël va recevoir autant d'immigrants qu'il n'y avait d'habitants en 1948. La population va doubler. Alors ces immigrants, qui sont-ils ? Ce sont d'abord ceux qui sont dans les camps à Chypre, qui gagnent immédiatement Israël, et qui, dans beaucoup de cas, vont être appelés à combattre très vite pendant la guerre d'indépendance, puisque dès le 14 mai, Israël ouvre ses frontières à tous les Juifs. Ils vont servir quand même, il faut bien le dire, un peu de chair à canon dans les combats autour de Jérusalem, parce qu'ils ne sont pas très formés, contrairement aux soldats et aux combattants de la Haganah, et beaucoup vont périr dans les combats. Et puis Israël reçoit toutes les personnes déplacées juives, plus de 200 à 250 000 venant d'Europe et partant de Trieste. Ces immigrants vont être répartis sur l'ensemble du territoire, mais Israël va devoir relever un nouveau défi. Non seulement recevoir ces juifs déplacés en Europe, mais également des communautés quasiment entières. Les juifs de Bulgarie quittent la Bulgarie en quasi-totalité, en totalité, près de 50 000 personnes. Ces juifs bulgares, par parenthèse, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils ont tous été sauvés par le roi de Bulgarie et qu'on parle souvent de l'exemple du Danemark, mais en Bulgarie, il n'y a pas eu de déportés juifs. Les Allemands en ont tué aucun. Je ne parle pas des territoires occupés par les Bulgares où là, l'attitude a été différente, mais il faut savoir que pour la Bulgarie elle-même, le roi Boris a refusé la déportation des Juifs. Les 50 000 Juifs de Bulgarie gagnent comme un seul homme Israël. Une petite moitié des Juifs de Turquie, sans rien demander à personne, également. Et le problème va se poser pour les Juifs venant des pays arabes, qui veulent gagner Israël, poussés d'ailleurs souvent par les gouvernements des pays arabes, qui ont beau ne pas reconnaître Israël et même le combattre. C'est le cas de l'Irak, par exemple, qui a refusé l'armistice, mais qui accepte en 1950 d'envoyer ces Juifs en Palestine, en Israël donc, ce que la totalité des Juifs, ou pratiquement la totalité des Juifs irakiens va faire entre 50 et 51. Ça va faire 150 000 Juifs. Et puis, le même phénomène va se produire pour le Yémen, avec 50 000 Juifs qui, dans des conditions d'abord très difficiles, vont gagner Aden et ensuite Israël. Ensuite, il y aura un pont aérien entre Israël et le Yémen, parfois passant par Chypre. Et Israël va recevoir tout d'un coup 150 000 Juifs d'Irak, 50 000 Juifs du Yémen, 20 000 de Libye qui quittent la Libye après la guerre. Et ces populations
vont se retrouver dans un univers qui n'est pas le leur. Elles sont heureuses d'être en Israël, elles ont voulu venir en Israël, elles connaissent les textes bibliques, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont un mode de vie très différent de celui des Juifs d'Europe, et l'État d'Israël, dépourvu de moyens, va avoir beaucoup de mal à les recevoir et à les intégrer. Pendant des années, tous les Israéliens vont connaître un véritable rationnement alimentaire et textile, et ces populations vont être placées dans des camps de toile, les Mahabarot, et vont être non pas laissées à l'abandon, mais vont apprendre l'hébreu, être soumises à une politique sanitaire très dure, et leur intégration va se révéler très difficile. Ce qui fait qu'en 1952, l'État d'Israël est proche de l'asphyxie. Il n'appartient à aucune zone économique. Les Anglais ont refusé qu'Israël fasse partie de la zone sterling, comme avant 1948. Les Américains ne délivrent aucune aide, sauf les Juifs américains de la diaspora. Mais ce n'est pas assez. Donc cela va obliger Ben Gourion, qui dirige le gouvernement israélien, à trouver d'autres solutions, et il va les trouver, ce qu'on verra à la semaine prochaine.